Bon les gars, c'est parti, allez hop, on y va, en route pour l'aventure. Aujourd'hui, vidéo astro. Vous avez vu, pour l'occasion, j'ai changé un peu de t-shirt, nouveau micro et tout, et on se fait plaisir. Bon, j'avais 10 jours pour faire une vidéo, alors que d'habitude il m'en faut le double. J'ai donc trouvé un sujet cool à aborder avec vous en une vingtaine de minutes. C'est cool parce que ça me permet aussi de continuer à faire de l'astro avec des petits sujets un petit peu cool comme ça qui se consomment facilement, vous voyez. Et d'ailleurs, je suis toujours agréablement surpris quand on me reconnaît dans la rue ou ailleurs. C'est encore arrivé ce week-end, quand je suis allé faire du karting à Vitrolles, il y a un gars qui bossait sur place et qui m'a reconnu. Il m'a d'ailleurs offert une bonne pinte d'Affligun, merci mec. Et ben en général, les gens me disent qu'ils préfèrent les vidéos astro aux vidéos sur les films. Ils aiment bien les vidéos sur les films quand même, mais ils me disent à chaque fois « Ah, moi j'adorais quand tu faisais les vidéos sur l'astronomie et tout, style j'ai arrêté quoi. » Mais j'ai pas arrêté du tout, bordel, arrêtez. Et voilà, donc ils me disent qu'il faut que j'en fasse plus, que je continue, parce que sinon, voilà, ils se désabonneront. Et ensuite, voilà, j'aurai plus d'abonnés, et plus personne me suivra, et je gagnerai plus d'argent. Je vivrai dans la rue comme un pauvre manant. Tous les gens passeront comme ça et se foutront de ma gueule. Et c'est ce qui va se passer, mon cher ami. Ouais, super, merci beaucoup. Eh bien non, car pour toi, public. Voici donc une nouvelle vidéo astro passionnante, car aujourd'hui nous allons parler de la Lune. On n'en parle pas assez, on ne la connaît pas assez, la Lune. Oui, enfin on la connaît bien quand même. On connaît mieux la surface de la Lune que le fond des océans. C'est vrai, non, c'est vrai, il n'y a pas tort. Mais toi, par exemple, ou toi là, oui toi qui me regarde derrière ton écran, toi là, je te parle à toi, oui. Et là vous avez vraiment l'impression que je vous parle à vous, alors que pas du tout. Moi je suis en train de parler d'une caméra là. Bref, ni vous ni personne à part les spécialistes ne connaît vraiment bien la surface de la Lune. Alors qu'on la regarde très souvent dans le ciel, parce qu'en général c'est plutôt là qu'elle se trouve. Et bien avec cette vidéo, vous allez apprendre à reconnaître ce que vous voyez à l'œil nu. Allez, let's fuck! Let's fuck! Cette vidéo est réalisée en partenariat avec MyHeritage, un service que vous connaissez peut-être parce que je vous en ai parlé il y a pas longtemps. Et là je vais vous en reparler parce que les gars, la dernière fois je vous ai présenté le service mais j'ai fait qu'effleurer les fonctionnalités. Là cette fois j'ai passé un peu plus de temps sur le site et j'ai découvert des trucs de ouf sur mes ancêtres les gars. Pour ceux qui connaissent pas, MyHeritage c'est le site numéro 1 de généalogie dans le monde. Vous créez votre arbre en ajoutant des membres de votre famille, plus vous mettez d'informations mieux c'est, et ensuite grâce à tous les outils de recherche et les algorithmes du site, il va chercher dans les 90 millions d'utilisateurs pour vous proposer des matchs avec des personnes dont les fiches ont peut-être déjà été créées par d'autres personnes. Et bam, vous avez des correspondances. Et en 3 clics, vous avez plein de nouvelles personnes dans votre arbre. Le site m'a trouvé 40 personnes qui pouvaient être ajoutées à mon arbre basé sur une correspondance avec mon arrière-grand-mère. C'est un truc de ouf, regardez tout ce qu'il y a. Il y a même des gens qui s'appellent Vandame, regardez, il y a une dame là. Irma Coster Vandame. Par rapport à mon arrière-grand-mère, c'est la mère de l'ex-mari de la fille de la nièce de son mari. Mais ça veut dire que je suis peut-être le petit frère de Jean-Claude Van Damme. C'est un truc de fou. Non, ça c'est plutôt Stallone. Mais c'est pas grave, je prends aussi. Et là c'est pareil, il y a plein d'autres gens que le site peut retrouver en 2 clics grâce à la fonction Smart Match. Vous voyez, là, il me propose plein de monde. Il y a des salles. Elle est mignonne, elle. Tu vois, c'est bien de... Oula. Ah ouais, par contre, il a une vieille gueule, lui. J'espère qu'il fait pas partie de ma famille. Regardez, il y en a encore plein. Oh, c'est mon arrière-grand-mère. Oh, excellent. Ma petite mamie Mado. Qu'est-ce que je l'aimais, putain. Je me rappelle, elle habitait pas loin de chez nous, j'allais la voir en vélo et je jouais au Rami avec elle. C'était énorme parce qu'elle avait 90 ans et elle trichait tout le temps, elle se foutait de ma gueule. Ouais, bah ça, c'est de l'arrière-grand-mère, ça. Et comment je suis fan de revoir un petit peu toutes les informations grâce au site. C'est nos ancêtres. C'est grâce à eux qu'on est là, les gars. C'est eux à qui vous devez le fait d'être ce que vous êtes aujourd'hui. Sauf qu'il y a plein de choses qu'on ne connaît pas sur eux. Et ben avec MyHeritage, on peut les découvrir. Parce que MyHeritage va réussir à retrouver toutes celles et ceux qui ont niqué pour que vous puissiez exister aujourd'hui. Et ouais mon gars, si aujourd'hui t'existes, va falloir que t'acceptes que c'est parce que ta mère, ta grand-mère, ou même ton arrière-grand-mère, bah y a un moment donné où ils ont quand même un petit peu kiffé le zboob. Alors voilà, je veux dire, on peut retrouver plein de monde, ça remonte hyper loin là. Par exemple, regardez, là je vais taper Emma Watson. Attends, si je découvre qu'elle est de ma famille, mais je suis dégoûté quoi. Vous êtes amoureux, ça se voit. Non, je suis pas amoureux, j'ai une meuf, Non mais c'est juste pour voir. Alors, Emma Watson, née en 1832, c'est pas elle. Ou alors elle est hyper bien conservée. Bon, il y en a plein en fait, voilà. Emma Watson, née en 1480, c'est peut-être elle. Ah là, si c'est elle, ça veut dire qu'elle aurait 543 ans. Ah non, mais le site remonte super loin. Bon, après, tu sais, elle fait de la magie, c'est une sorcière un peu. Peut-être elle s'est jeté un sort, comme la sorcière dans Game of Thrones, là. Bah, attends, c'est possible. Dans Mortal Kombat, Kitana, elle a bien 10 000 ans. Alors, en plus, vous pouvez chercher dans plein de documents, là, vous voyez tout ce qu'il y a là? Des cartes, des recensements, des documents de naissance, de mariage ou de décès, des biographies, des journaux, des écoles et universités, des arbres généalogiques, des services militaires. Il y a plus de 19 milliards de documents sur le site. Et si avec ça vous découvrez pas des infos de ouf sur vos ancêtres, bah c'est peut-être parce que vous avez pas d'ancêtres en fait. Vous êtes comme Anakin, vous avez été créé par la force. Enfin c'est peu probable quand même, avec la gueule que vous avez. Ah bah regardez-vous dans le miroir, là, votre mère elle a dû fauter avec un chien, parce que pour avoir cette gueule-là, moi je vois que ça. D'ailleurs si vous avez d'anciennes photos en noir et blanc et de mauvaise qualité, vous pouvez les améliorer, les coloriser et même les animer en 2 clics avec MyHeritage. Ça c'est vraiment un truc que je kiffe grave aussi.
Bref, commencez à construire votre arbre généalogique, tentez votre chance sur le site et vous gagnerez à tous les coups. Cliquez sur le lien dans la description pour pouvoir profiter de 14 jours d'essai gratuits. Et ensuite, si vous kiffez le concept comme moi je l'ai grave kiffé, vous aurez 50% de réduction sur les abonnements. Alors, ça vous intéresse? Oui. Ah, et vous allez essayer? Non. Pourquoi? Et parce que vous n'avez pas dit les mots magiques. Ah bon? C'est quoi les mots magiques? S'il vous plaît. Ah c'est ça? S'il vous plaît, allez essayer. Et moi je remercie beaucoup MyHeritage d'aider cette chaîne en sponsorisant cette vidéo. Bien, ça c'est fait et ce n'est plus à faire. Regardez, ça c'est la Lune. Elle est belle, hein? Enfin non, elle est même plutôt très moche à vrai dire. Si, je vois pas vraiment ce qu'il y a de beau là-dedans. Hein. Y a pas de couleur, c'est cratérisé à mort, c'est... Non, c'est dégueulasse en fait la Lune. Moi je l'aime pas, hein. Quand je la vois dans le ciel là, je suis dégoûté quoi. Ah si je pouvais faire comme Piccolo dans Dragon Ball Z, là je lui exploserais sa sale petite gueule de petite prétentieuse. Non mais calme-toi, qu'est-ce qui t'arrive là? Non rien, mais bon, elle m'énerve. Bon, donc voilà, quand vous la voyez, le problème c'est que vous vous posez pas la question. Quelle question? La question. Pourquoi est-ce que... Comment ça se fait que... À quoi elle ressemble en fait? Qu'est-ce que c'est que tout ce qu'il y a là? Comment ça s'appelle? Qu'est-ce que c'est en fait? Hein? Voilà. C'est ça la question. Quand on la voit à l'œil nu, déjà vous avez dû remarquer, enfin j'espère pour vous, sinon rien du tout, mais bon, ce serait bien con. Qu'on voit toujours la même face, parce que sa période de révolution, le temps qu'elle met à tourner autour de la Terre, est égale à sa période de rotation, le temps qu'elle met à tourner sur elle-même. Et ça fait que, vu de la Terre, elle nous montre toujours la même face. Alors peut-être que ça vous paraît direct un truc de ouf, mais c'est pas du tout un truc de ouf. En fait, ça c'est une configuration qu'on retrouve dans plein de situations, sur des satellites de planètes, et sur les planètes autour d'autres étoiles. Nous savions déjà ça, où voulez-vous en venir? Où je veux en venir? Je veux en venir que si vous voyez toujours la même chose, et que vous verrez toujours la même chose jusqu'à la fin de vos jours, est-ce que ce serait pas intéressant de savoir pourquoi qu'il y a des zones sombres comme ça? Et comment qu'elles s'appellent les petites mimines? Est-ce que vous êtes quand même pas d'accord avec moi que ce serait un moyen plutôt cool de se la raconter en soirée? D'être là avec vos potes et d'un seul coup de lever les yeux au ciel et de leur dire... Est-ce que vous voyez? Parce que c'est quand même l'unique but de cette chaîne dès que ça parle d'astronomie. Vous apprendre des choses pour que vous puissiez vous la donner en soirée comme les gros connards que vous êtes. Tous les mecs là, tous ceux qui me regardent là. Et les filles aussi, hein? Non, les filles, elles sont magnifiques, elles n'ont aucun défaut. Et c'est la raison aussi pour laquelle je vais pas beaucoup vous parler de la face cachée, parce que de toute façon, on ne la verra jamais. Donc si vous voulez, déjà que les gens n'auront certainement rien à foutre de vos conneries de mer et de cratères sur la Lune, là. Imaginez en plus si vous leur parlez de trucs qu'ils pourront jamais voir. Bon, donc on va dire qu'on la voit à peu près comme ça. Et tout de suite, on voit plusieurs choses, plusieurs régions. Il y a du clair et il y a du sombre. On voit qu'il y a des taches. Et mes petits potes à la compote, on appelle ça des mers. Alors d'abord, il faut savoir que comme très souvent en astronomie, les noms, ça vient d'une connerie. C'est-à-dire qu'ils ont été donnés il y a longtemps par des mecs qui n'avaient pas les instruments qu'on a aujourd'hui, et qui se sont donc fiés à leurs instincts pour nommer les astres d'après leurs impressions et leurs ressentis. Et si vous voulez les mecs, c'était pas des Jedi. Leur instinct était plus proche de celui de Jar Jar Binks que de celui d'Anakin. Y a qu'à voir les noms qu'ils ont filés aux constellations. Par exemple ça, selon eux, ça ressemble à un renard. Je dis ça, je dis tout. Hein. Pour ça, je vais directement m'arrêter là. Par exemple, selon eux, Mars était rouge parce qu'il y avait des guerres, et que le rouge c'était le sang des guerriers qui étaient morts au combat. Donc ils l'ont appelé Mars, le dieu de la guerre. Oh la vache! Ça n'a pas de sens, je sais. Ça a pas de sens, c'est-à-dire, si, tu peux le comprendre. Et puis c'est même plutôt classe en plus le nom. Mais c'est quand même toujours bien important de comprendre que les noms en général sont basés sur de la pure connerie. Et vous allez voir que pour le nom des mers sur la Lune, c'est exactement pareil. Parlons une minute de monsieur Giovanni Riccioli. Un brave bougre, italien de son état. Donc déjà le gars est pas avantagé. Et c'est ce type-là qui a nommé quasiment tout ce qu'on peut voir sur la face visible de la Lune. Et ce sont des noms qu'on utilise encore aujourd'hui. Alors il y a eu d'autres trucs qui ont été rajoutés depuis, mais tous les gros trucs c'est lui. Les mers, les cratères, les montagnes, c'est lui. Il a fait ce qu'on appelle de la sélénographie, c'est-à-dire l'étude de la surface et des reliefs de la Lune. C'est donc pour ça que tout est de la merde. Parce que le gars était italien. Et que quand il a observé la Lune, qu'il y avait des phases, à chaque phase où la Lune était éclairée, de plus en plus d'abord, et de moins en moins ensuite, correspond une mer. Il y a une tache qui apparaissait et c'était jamais la même. Enfin si, ça revenait à chaque fois. Mais sur un seul cycle, il y avait des mers différentes qui apparaissaient selon les phases. Alors c'est pas une mer avec de la flotte, hein. S'il y avait des mers de flotte sur la Lune, ça se saurait. Non, ça c'est pareil, rien que le nom mer, ça part aussi d'une connerie. Et cette fois, c'est un Hollandais qui l'a faite celle-là. Il avait dû fumer de la bonne lui aussi. Michael Florent ou Michel Florent Van Langren qui s'appelait. C'est pas lui là, hein. J'ai pris une photo au pif, hein. J'ai pas fait chier. Bon c'est lui qui a dit que les taches sombres sur la Lune c'était des mers. Il croyait vraiment que c'était ça, tu vois. Bon, on était en 1620, tu vois, juste après Galilée. Encore une fois, on peut un peu leur pardonner quand même. Alors, le truc marrant, c'est qu'il y a plein de conneries qui ont été dites à travers les âges, et que nous, on a tout gardé. On garde tous les noms et tout. Et puis après, il y a des abrutis qui pensent que c'est vraiment ça. C'est pour ça que nous, les vulgarisateurs, on a du boulot. Et donc, je reviens à l'italien, là. Donc lui, il est arrivé, il a dit « C'est moi, c'est l'italien. Est-ce qu'il y a quelqu'un ? Est-ce qu'il y a quelqu'une ?» Et lui,
il a nommé les mers d'après le temps qu'il faisait sur Terre, et qui correspondait plus ou moins aux mers qu'il voyait selon les phases de la Lune. Encore un qui a bien fait dans de l'à peu près. Et donc nous, comme on a tout gardé, parce que voilà, certainement qu'on avait la flemme de refaire tout le boulot. Ah non, c'est par respect pour les anciens. Ouais. Le respect pour les anciens, excuse-moi. Quand ils font des conneries, on n'est peut-être pas obligé de tout garder. Parce qu'aujourd'hui, ça donne donc l'océan des tempêtes, la mer des pluies, la mer du froid, la mer de la sérénité, de la tranquillité, de la fécondité, la mer des crises, et puis d'autres noms encore. Voilà. Donc le gars, quand il a vu cette tache-là, il faisait froid, donc il a appelé ça la mer du froid. C'est tout, c'est aussi simple que ça. Non, mais je sais pas si vous vous rendez compte du niveau de conneries du truc. Du coup, il faisait quoi quand il a appelé cette tache-là la mer de la fécondité? Ça, je sais pas, je crois qu'il était avec son chien. Alors, qu'est-ce que c'est que ces mers, là? Pourquoi qu'on appelle ça des mers? Tu l'as déjà dit, c'est l'autre trouduc de Hollandais là qui croyait que c'était des vraies mers. Ah oui, c'est vrai. Et évidemment que non, ce ne sont pas des mers, ce sont des plaines de basalte. Le basalte, c'est une roche noire, volcanique, magmatique. C'est le magma qui se refroidit quand il arrive à la surface. On voit ça sur les volcans. Par exemple, complètement au hasard, là, voilà, cette photo, prise au sommet du piton de la Fournaise à La Réunion. Bon, ça c'est moi, mais c'est le hasard, je veux dire, je mets pas du tout cette photo-là pour vous montrer que je suis allé sur le piton de la Fournaise à La Réunion, c'est pas... Non, c'est vraiment pour vous montrer la roche basaltique. C'est ouf, n'empêche, c'était hyper dangereux, hein. Je veux dire, le volcan, il était en éruption au même moment où je me trouvais juste à côté, hein. Je me suis carrément approché de la lave et tout. Comment t'as fait? T'as pas eu peur? Ça s'appelle le courage. C'est pareil là, par exemple. Bon, je vous montre pas du tout cette photo pour vous dire que j'ai été dans les fjords en Norvège, hein, et que d'ailleurs j'avais une bonne gueule de connard. C'est juste pour vous montrer les roches basaltiques au loin. C'est pas du tout des roches basaltiques, ça. Bien sûr que si. Mais pas du tout, c'est pas des volcans tes trucs là. Oui, d'accord. C'est pareil, je vous montre pas du tout cette photo-là pour vous dire que j'ai été à San Francisco et que j'avais encore une gueule de connard. C'est pour vous montrer les roches basaltiques sur la plage, hein, dues au volcan derrière. Non mais attends, c'est pas un volcan, c'est un pont. Ah non, alors ça c'est un volcan, ça se voit. Mais non, c'est le Golden Gate Bridge. Bon, d'accord. C'est pareil là, je vous montre pas cette photo pour vous dire que je suis allé sur la route des Crêtes entre Cassis et La Ciotat. C'est pour vous montrer le connard avec qui j'étais là. Putain la vache, dis donc, je suis quand même assez épais, hein, sur cette photo. Ah non mais j'ai perdu depuis, hein, j'ai quasiment perdu 10 kilos. Hein. Et donc les mers de la Lune? Oui, donc les mers de la Lune, ce ne sont pas de l'eau, c'est du basalte, du magma volcanique qui a séché, c'est aussi simple que ça. C'est pour ça que c'est sombre, parce que le basalte c'est noir. C'est compris? Je ne comprends rien. Alors, ces mers, qu'on devrait pas appeler comme ça, mais que après tout, on l'appelle comme ça, et puis au final, c'est pas très grave, elles recouvrent quasiment un tiers de la surface visible de la Lune. Sur la face cachée, il y en a beaucoup moins, hein. Il y en a qu'une seule, elle s'appelle la mer de Moscou, et elle représente que 2% de la surface. Comme elle servait à rien, les Américains l'ont appelée Moscou, quoi. C'est en référence aux copains. Et donc, toutes ces mers, comment on peut les reconnaître? Parce qu'on peut toutes les voir à l'œil nu. Tout d'abord, on va commencer avec la grande partie de gauche, là, la plus grande. Alors, question. Qu'est-ce qui est plus grand qu'une mer? Une grand-mère? Mais non. Une arrière-grand-mère? Mais ta gueule, un océan. Un océan, fait marcher ton cerveau aussi. On n'est pas aidé. Hein. Donc la partie à gauche, c'est un océan, le seul océan lunaire, qui s'appelle l'océan des tempêtes, et qui rappelle ce proverbe d'hiver. Tempête en novembre, t'en chies en décembre. L'océan des tempêtes fait 2500 km de longueur. Et Apollo 12, qui était la deuxième mission où on envoyait des hommes sur la Lune, ils se sont posés là, dans l'océan des tempêtes. Et la première chose qu'ils ont dit quand ils sont arrivés, c'était que il y avait pas d'eau, et puis c'était même plutôt calme. Vous voyez l'autre Rital là, il s'est bien gouré pour le nom aussi. Du coup, ils ont pu ramener 34 kilos d'échantillons lunaires quand même. Donc voilà, la grande tache sur le côté, c'est l'océan des tempêtes, retenez-le. Ensuite, on va rester dans le thème de la météo de merde, avec la mer de Normandie. Putain, t'as pas fini avec la Normandie là? J'ai jamais fini avec la Normandie, j'ai le droit, je suis normand, j'ai grandi en Normandie. C'est tellement triste. Mais non, c'est pas triste, c'était trop bien. Bon, sauf pour l'astronomie. Mais... Cette grande mer ici s'appelle la mer des pluies. C'est la deuxième plus grande mer en fait, enfin la première même après l'océan des tempêtes. Elle a un diamètre de 1120 km. Et on pense que au départ c'était un cratère géant produit par un objet immense et que le cratère s'est rempli de lave qui a refroidi. Et Apollo 15 s'est posé là en 1971. Allez, on continue avec 3 mers d'un seul coup. 3 mers en même temps. Titre, on va les appeler les 3 MILF, comme ça vous en rappellerez. Elles ont le même style de nom en fait. Vous êtes prêts? Voici donc les mers de la sérénité, de la tranquillité et de la fécondité. Alors ça va peut-être être un peu chaud de retenir les noms, mais il paraît qu'un bon moyen mnémotechnique pour retenir un truc, c'est de le chanter. Alors, on va se le faire en chanson. Attention, vous êtes prêts? Ouais, allez, un moins, two, three, four. La mer de la tranquillité, la mer de la sérénité, et la mer de la fécondité. Ah. Oui, c'était pas terrible. Oui, voilà, je sais pas quoi faire, moi, j'y connais pas les paroles, hein, j'invente un truc. Je sais pas écrire des chansons, moi. Bah oui, ça se voit. Oui, j'aimerais bien vous y voir, tiens. Oui, mais c'est à toi de le faire. Oui, c'est ce que je fais, voilà. J'écris des vidéos, pas des chansons. Donc voilà, sérénité, tranquillité, fécondité. Et la mer de la tranquillité est peut-être la plus connue de toutes, parce que, pourquoi? Qui c'est qui a atterri là-bas?
Alors? Je sais pas moi, je vous pose la question. Je crois que vous le savez, n'est-ce pas? Bah évidemment je le sais, attends, je suis le meilleur, hein. Non mais, blague à part, c'est vrai, je veux dire, j'ai une culture astronomique, historique et scientifique absolument hors norme. Je suis beaucoup plus cultivé que ce que vous pouvez penser. C'est vous qui le dites, mais vous n'en avez pas tellement l'air. Mais ce que si j'en ai l'air. Ouvrez le dictionnaire à connaissance, vous verrez, il y a écrit Yann Solo. 12 parsecs, c'est le savoir à l'état pur. Commencez par vous imprégner de cette vérité fondamentale jusqu'au plus profond de votre cervelle. Et donc, la mer de la tranquillité, c'est là que The Eagle has landed. Eh oui, Apollo 11, les gars, Neil Armstrong, Buzz Aldrin et Michael Collins. Les premiers hommes sur la Lune se sont posés ici, au bord de la mer de la tranquillité. Ils avaient choisi ça parce que justement, ils s'étaient dit que pour une première mission, ce serait plutôt tranquille. Parce qu'ils sont intelligents, la NASA, tu vois. Et si la première mission lunaire a atterri ici, et ben la dernière aussi. Apollo 17 a atterri un peu au-dessus, au bord de la mer de la Sérénité en 72, dans la vallée de Taurus Littrow. Eh, ça en fait des noms, hein. Non, mais vous retiendrez jamais tout, mais c'est pas grave. Il y a une chose qu'il faut retenir vraiment, hein, c'est le lien pour mon compte Tipeee. Les gars, je fais une parenthèse 5 secondes, j'ai un projet, les gars. L'année prochaine... Ah, il y a du truc qui va... J'espère que ça va arriver, les gars. Et pour ça, il faudra peut-être un petit peu de thunes. On en reparlera, de parenthèse refermée. Ensuite, vous allez avoir 6 petites mers avec des noms complètement random. Alors là, mais si vous arrivez à retenir ça, franchement, chapeau. Nous avons donc la mer des crises, du froid, du nectar, des vapeurs, de la connaissance, des nuées et des humeurs. Non mais, vous savez quoi, franchement, retenez juste la mer des crises. En fait, c'est un peu facile parce que c'est celle qui est complètement haut à droite. C'est une des mers les plus faciles à voir à l'œil nu, surtout parce que c'est la première qui apparaît lors d'une nouvelle lunaison. Donc après la nouvelle lune, quand on commence à voir le petit croissant là, et ben voilà, vous allez directement voir la mer des crises. Et enfin, il y a plein d'autres petites mers dont entre nous on se fout pas mal. Je vais pas vous emmerder avec ça. Par contre, je vais vous parler d'une dernière mer qui fera le lien avec la suite. La mer des îles, c'est cette grosse mer là qu'elle a avec l'énorme cratère en plein milieu là. C'est comme si vous aviez un volcan au milieu d'une île. Je vais pas vous parler de cette mer, c'est une mer comme les autres, retenez juste son nom, la mer des îles. Par contre, je vais vous parler de ce cratère, ou plus exactement de ces cratères. Parce que si les mers sont connues et reconnaissables sur la Lune, et ben certains cratères aussi. Alors on va pas tous les voir, il y en a plus de 300 000, hein. Nous on va s'intéresser qu'au plus gros. C'est ceux-là que vous allez retenir. Et on va commencer par celui-là qu'on voit à mort. Il est en bas de la Lune. C'est un peu le plus gros, quoi, là, comme ça. Enfin, sur la photo, c'est pas du tout le plus vaste de la Lune. Il y en a qui sont plus gros encore. Mais disons que c'est celui qu'on voit le plus. Parce qu'en fait, il est entouré de traits, un peu, hein, de rayons blancs. Et ça le rend facilement reconnaissable. Alors, vous voyez, sur cette photo-là, qui est belle, hein, il y a plein de détails. Hein, vraiment, on peut zoomer, hein, il y a plein de... Hein, il y a des... Ah non, mais pareil, il y en a partout. Il y en a plein, tout le temps, partout. Voyons, de quoi tu parles? Mais je te parle des cratères. Regarde ça, il y en a de toutes les tailles. Les plus petits ont que quelques centimètres de diamètre, quand le plus grand fait plus de 300 km de diamètre. Alors, ces deux-là, ils vont être hyper faciles à vous en rappeler. Je suis pas certain que ce soit bien français cette phrase-là, mais... Parce que c'est deux types dont j'ai déjà parlé sur la chaîne. Oui, parce que c'est des mecs, les cratères, en fait. Le plus gros, là, qui n'est pas le plus gros, c'est le cratère Tycho, en référence à l'astronome danois Tycho Brahe. J'ai fait une vidéo sur lui, allez la voir, c'est une des meilleures de la chaîne. Ce cratère, c'est un peu le plus connu, hein, parce que voilà, il est pas mal visible et reconnaissable à cause des traits qui partent de son centre, là, et qui sont en fait des gros traits de cocaïne que Tycho Brahe avait laissé là. Je sais pas si vous en rappelez, hein, mais dans ma vidéo, j'en parle, Tycho Brahe, c'était un ouf. Le mec, c'était Gérard Depardieu, mais en astronome. Et il venait se planquer sur la Lune pour se faire ses rails de coke. Et d'ailleurs, souvenez-vous toujours de cette maxime. La coco, c'est comme la signalisation routière. Un trait danger, deux traits sécurité. Non, en fait, ce sont simplement des résidus de matière, hein, qui ont été projetés sur plus de 1500 km lors de l'impact avec une météorite il y a environ 100 millions d'années. C'est à peu près l'âge du cratère. Comment on le sait, ça? Grâce au gars d'Apollo 17. Ils ont ramené des échantillons en 72. Et donc ce cratère, qui fait comme 4 km de profondeur, bon, on en a souvent parlé. Tu veux dire au restaurant? Au restaurant, je sais pas, mais en tout cas dans les livres, dans les films de science-fiction, il a souvent été cité. Dans 2001, l'Odyssée de l'espace, par exemple, c'est de là que vient l'anomalie magnétique. Dans Ad Astra aussi, il y a une grande base lunaire qui se trouve dans ce cratère. On en parle aussi dans la série The Expanse, on en parle même dans Capitaine Flamme, c'est pour dire. On en parle dans Sauver Willy aussi. T'es sûr? Non, je suis pas sûr. Je crois que c'est ça, mais... Ouais. Si ça se trouve, c'est pas ça, quoi. Ouais, c'est possible. T'as peut-être confondu. Ouais, non, c'est pas exclu. Ouais. Hésite jamais, hein, quand t'as des bonnes infos à donner comme ça, hésite pas à me couper la parole pour intervenir, y a pas de souci. Il y a un truc qui est terrible avec ce cratère, c'est qu'on peut un petit peu l'analyser en l'observant et on peut un peu comprendre comment s'est passé l'impact grâce à deux éléments. Vous voyez tous les traits qui partent là dans tous les sens? Bah justement, ils vont pas dans tous les sens. Ils vont surtout vers l'est, carrément loin d'ailleurs, et aussi au sud et au nord-est, mais il y en a quasiment aucun qui va vers l'ouest. Et c'est pareil pour l'espèce d'auréole blanche là autour du cratère, elle est 2 fois plus grande à l'est qu'à l'ouest. Ah oui, bah qu'est-ce que ça veut dire ça? Mais qu'est-ce que vous voulez que ça me foute aux conneries? Bah ça veut dire que l'impact était oblique. S'il était complètement vertical, il y en aurait eu dans tous les sens, mais là il est arrivé d'un côté, il a projeté de la matière de l'autre. Et ouais ma gueule, mais c'est de l'observation ça, faut avoir l'œil. N'empêche l'impact de ouf quoi. Vous imaginez qu'à l'époque il y avait des dinosaures sur Terre. Ils ont certainement dû voir l'impact dans le ciel, hein. C'était un truc de ouf. Ils s'en battaient les noix puissance 1 milliard, mais c'était un truc de ouf quand même. Par contre quand tous les débris sont retombés sur Terre, là peut-être qu'ils ont été un peu plus emmerdés. Bah oui, bah c'est bien fait pour vos gueules, vous êtes capable de vous en foutre. C'était des dinosaures, ils avaient pas conscience du truc.
Oui, mais même. Bref, ce cratère-là est le cratère Tycho, en référence à Tycho Brahe. Retenez-le, vous le saurez maintenant pour toute votre chaîne de vie. Passons au deuxième cratère, avec également un deuxième astronaute dont j'ai consacré une vidéo. Allez la voir, c'est une des meilleures de la chaîne. Celui-là, vous le reconnaîtrez facilement aussi, parce qu'il y a plein de traits qui partent du centre, et lui est dans une zone sombre, donc une mer. C'est le cratère Copernic, bien sûr. Le nom faisant référence au célèbre astronome Cooper, ainsi qu'à l'une de ses activités préférées. Ce cratère est plus grand que le cratère Tycho, mais surtout beaucoup plus vieux. 800 millions d'années. Mon rapport parle de 10 000 ans. Ah bon? Il a été fait par qui ton rapport? Didier Raoult? Celui-là au télescope, il en voit un peu là. Il y a beaucoup d'astronomes amateurs qui disent que c'est le plus joli cratère de la Lune. Parce que si vous le regardez au télescope à une certaine période, au 9e jour ou au 22e jour après la nouvelle Lune, quand le soleil se lève ou qu'il se couche, au 5e jour à l'aube, regardez à l'est. Alors là, on peut voir les détails et les reliefs, les gars. Et ça, c'est beau. Il y a pas une mission Apollo qui a ramené des échantillons de ce cratère-là? Alors si, c'était prévu. C'était Apollo 18 qui devait atterrir là-bas, sauf que la mission a été annulée parce que ça coûtait trop de pognon, puis qu'il fallait payer la guerre du Vietnam. Et comme les mecs d'Apollo 12 l'avaient déjà photographié, la NASA ils ont dit oh c'est bon, ça suffit, on l'a vu. Pas non plus besoin d'aller dans chaque cratère, il a dit c'est bon, un cratère c'est un cratère. T'en as vu un, tu les as tous vus, hein. Oh, attends, c'est bon, pas nous faire chier. Hein. Ensuite alors il y a plein d'autres noms, hein. Voilà, des noms de mecs qui ont fait des trucs. Par exemple à côté du cratère Copernic, il y en a un qui est plus petit mais qui est aussi assez visible. Bah celui-là c'est le cratère Kepler, voyez, du nom de l'astronome Johann Kepler, un astronome dont j'ai aussi consacré une vidéo. Allez la voir, c'est une des meilleures de la chaîne. Pas grand chose à dire sur celui-là si ce n'est un truc cool. Vous savez pourquoi Giovanni l'a appelé Kepler? Si vous le savez, c'est que vous êtes vraiment balèze. Moi je le savais parce que bon voilà, je sais tout, mais bon, j'ai quand même revérifié pour la vidéo. Bah en fait, c'est que Riccioli, là, quand il a trouvé le cratère Tycho, il a vu qu'il y avait des rayons qui parcouraient toute cette zone, là, l'océan des tempêtes, et qui allaient jusqu'au cratère qui était là. Bah, il s'est rappelé que Kepler, l'astronome, était venu pour aider Tycho dans ses recherches. Il a donc fait le lien entre les deux, et il a donc filé le nom de Kepler à ce cratère-là, parce que le rayon de Tycho arrivait jusqu'à lui. Oh, c'est beau, non, c'est beau. Là, je trouve ça un peu poétique. Et en plus, quand il a vu la photo du cratère prise par Apollo 12, voilà, il s'est dit que ça ressemblait clairement à Kepler. Eh ben, mon pote, ça tu le sais. Bah, maintenant tu le sais. Bon, après, niveau cratère, comme je vous ai dit, il y a plein de monde, hein, il y a partout. Vous avez du Ptolémée, vous avez de l'Archimède, il y a du Platon, de l'Aristote, il y a aussi du Giroud, du Mbappé, du C. Jérôme. Ils ont mis tout le monde. Donc voilà, on va s'arrêter là pour les cratères. Retenez, on va dire, les deux principaux, Tycho et Copernic, avec Kepler qui est juste à côté, et pourquoi pas aussi Platon le Renoir en haut. Platon était pas Renoir, mais sur la Lune, il est Renoir. Ça doit être parce qu'il n'y a pas d'atmosphère, tu vois, sur la Lune, donc du coup, je sais pas, il se prend tous les rayons UV dans la tronche, quoi. Ah là, il a bronzé un grand coup, là. C'est un peu raciste. Mais n'importe quoi, c'est pas raciste du tout, ça. Je suis pas raciste, hein. Ne soyez pas raciste. N'écrivez pas de commentaires racistes, sinon vous serez banni. Non, je déconne pas, YouTube est super à cheval là-dessus, hein. Bah moi, c'est mon 14e compte, alors. Hein. Alors évidemment, ces cratères-là, à l'œil nu, il va falloir s'accrocher pour les voir. À moins d'être un elfe à la vue perçante, il vous faudra obligatoirement une petite paire de jumelles pour voir tous ces beaux détails. Et c'est pareil, alors, autant pour les mers, vous pouvez bien les voir quand c'est la pleine lune, mais alors pour les cratères, préférez d'autres moments, les gars. N'importe quel autre moment, en fait, du moment que c'est pas la pleine lune, et que vous ayez le terminateur, c'est-à-dire la frontière entre la nuit et le jour. C'est à ce moment-là, et dans cette zone-là, que les cratères se révèlent vraiment et qu'on voit bien mieux tous les reliefs de la lune. Vu que la lumière vient du côté d'un angle plus faible, elle n'écrase pas les ombres, comme quand vous avez le soleil qui est au zénith, hein, avec la lumière qui vient de dessus, par exemple, il y a pas beaucoup de relief. Enfin, il y en a, mais on les voit pas. Vous avez compris? Moi, je vous conseille même d'observer ça entre les phases du premier et du dernier quartier. C'est à ce moment-là que vous avez un maximum de surface observable. Après, pour les télescopes ou même les jumelles, hein, moi, franchement, observation de la Lune, je conseille les jumelles, hein, c'est très bien. Tout type de modèle convient. Hein. Moi, apparemment, je prends celle-là. Vous voyez, c'est très bien. Avec, on peut faire de l'exploration et on peut même voir 2 lunes pour le prix d'une. Non, mais sérieux, peu importe la quantité de lumière qu'elle collecte, la Lune, elle est déjà hyper brillante. Donc, même avec une petite paire de jumelles, vous aurez déjà des images assez cool avec plein de cratères et de détails que vous pourrez reconnaître. Et oubliez pas d'enlever les caches. Hein. Vous rigolez, mais ça arrive à tout le monde. Ça arrive même aux meilleurs. C'est même arrivé à Mel Gibson et Joaquin Phoenix. Ils voulaient voir les extraterrestres avec leurs jumelles, mais ils avaient oublié d'enlever le cache. Bah, du coup, j'étais pas ouf. Hein, Mel? Oui, on voyait rien. Bon, j'aurais aussi pu vous parler des montagnes. C'est vrai que t'aurais pu. Oui, c'est vrai que j'aurais pu, oui. Mais non. Bah alors, pourquoi t'en parles pas? Pas envie. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur la surface et les reliefs de notre beau satellite, la Lune. J'espère que ça vous a plu, j'espère que vous arriverez à retenir quelques noms, parce que sinon je me serais vraiment fait chier pour rien. Ouais, bah en attendant, je vous signale que je bosse pour vous, moi. Ça m'amuse pas, moi, j'ai autre chose à foutre. Hein. Donc vous allez me faire le plaisir de retenir ce que je vous dis. Par exemple, cette mer, elle s'appelle comment, là? C'est laquelle, celle-là? C'est la mer Noire. C'est ça, c'est bien. Il y en a au moins un qui suit. Allez, je vous laisse. Pour la prochaine vidéo, on va se faire un bon vieux film bien rétro. Enfin, là d'où je viens, c'est un bon vieux film bien rétro. Abonnez-vous à la chaîne, abonnez-vous aux différents réseaux sociaux, venez me voir sur Twitch le dimanche soir. Je vous prépare des bons petits événements. Je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode. C'était Yann Solo sur 12 par sec. Ciao.